Le simulacre de référendum en cours dans les régions ukrainiennes occupées par l'armée russe doit prendre fin ce mardi. La mobilisation partielle continue en Russie malgré les incidents et les protestations. 261 000 hommes ont déjà quitté le pays. La victoire électorale en Italie de la coalition emmenée par l'extrême droite bouscule les équilibres politiques et les rapports de force au sein de l'Union européenne. Les taux de participation au simulacre de référendum d'annexion auraient dépassé le seuil nécessaire à leur validation dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijjia, selon les agences de presse russes. Ces référendums mis en place par Moscou dans les régions d'Ukraine sous son contrôle total ou partiel sont qualifiés de fictifs par les pays du G7. Les votes qui doivent prendre fin ce mardi sont collectés depuis vendredi dernier par des brigades mobiles, parfois accompagnées d'hommes armés, au pied des immeubles ou directement chez l'habitant, mais aussi jusque sur les lits d'hôpitaux. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les dates d'adhésion seraient annoncées en temps voulu. Comme pour la Crimée en 2014, les demandes d'adhésion passeront par le Parlement russe où elles devraient être approuvées à l'unanimité. Selon les agences de presse russes, Vladimir Poutine, qui devrait prendre la parole ce vendredi, pourrait annoncer le même jour le rattachement à la Russie des régions concernées. La volonté d'annexion de ces 4 zones constitue pour la Russie une tentative de reprendre la main après ses défaites militaires. La tenue de ces scrutins, qui font l'objet de préparatifs depuis plusieurs mois, a en effet été annoncée dans l'urgence la semaine dernière et assortie d'une menace de recours à l'arme nucléaire. En représailles à ces scrutins d'annexion, Londres a annoncé ce lundi renforcer ses sanctions contre Moscou. Ces images se répètent inlassablement en Russie. Dans toutes les régions de cet immense pays de 147 millions d'habitants, des groupes d'hommes, jeunes pour la plupart, montent à bord de bus. La destination est incertaine. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été mobilisés pour combattre en Ukraine. Ils ont reçu leur convocation il y a quelques heures à peine. Leurs familles n'ont pas encore digéré la nouvelle. On nous a donné l'assignation aujourd'hui dans la matinée et il est déjà dans le bus. La mobilisation partielle pour réunir 300 000 hommes s'avère chaotique. Certaines personnes ont été appelées à la conscription alors qu'elles sont âgées, malades ou même décédées. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu des erreurs et a promis qu'elles seraient corrigées. Mais la méfiance se répand, les incidents dans les bureaux de recrutement se multiplient. Un officier chargé de la mobilisation s'est fait tirer dessus. Des affrontements entre conscrits et forces de l'ordre ont éclaté. Au Daghestan, des centaines de femmes ont tenté d'empêcher le départ des hommes mobilisés et s'en sont pris à la police. Plus d'une centaine ont été arrêtés. Selon le FSB, les services de sécurité russes, 261 000 hommes ont déjà quitté la Russie. Des files de véhicules de plusieurs kilomètres aux frontières de la Géorgie, du Kazakhstan ou de la Mongolie illustrent la crainte d'une mobilisation générale. Au cours du week-end, 17 000 Russes sont entrés en Finlande et 20 ont demandé l'asile politique, 7 fois plus que la semaine précédente. Edward Snowden est désormais un citoyen russe, une décision prise par Vladimir Poutine lui-même dans un décret publié par le gouvernement. Réfugié en Russie depuis 2013, l'ex-employé de l'Agence nationale de sécurité américaine est toujours recherché par les États-Unis pour avoir rendu public des dizaines de milliers de documents de la NSA. Selon l'avocat russe du lanceur d'alerte, Snowden ne devrait pas être concerné par l'ordre de mobilisation. Après l'annonce de la victoire de la coalition emmenée par l'extrême droite en Italie, les premières félicitations officielles sont venues de Pologne et de Hongrie. Les dirigeants ultra-conservateurs des deux pays peuvent voir dans le nouveau paysage politique italien un allié à l'échelle européenne. La nomination de Giorgia Meloni comme première ministre ferait de Rome un partenaire pour Varsovie et Budapest face aux institutions européennes. Il devrait y avoir probablement un alignement de l'Italie avec le gouvernement polonais en particulier. Il faut rappeler que le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni, Frères d'Italie, est un allié du parti Droit et Justice en Pologne. Il devrait y avoir un mouvement de l'Italie vers une position plus eurosceptique sur la question migratoire et en particulier sur les dossiers nationaux comme les droits fondamentaux et les droits des minorités. Avec un éventuel gouvernement en Suède soutenu par la droite radicale,
Le changement à Rome pourrait créer un bloc souverainiste capable de changer les équilibres au sein de l'Union européenne. Lorsqu'il y a eu le vote contre Viktor Orban au Parlement européen et l'imposition de plus de restrictions par la Commission européenne à l'encontre du gouvernement hongrois, les partis de Giorgia Meloni et Matteo Salvini ont tous deux voté contre. On sait donc évidemment quelles sont leurs positions. Nous n'avons pas besoin qu'ils le disent. Il y a d'ailleurs un paradoxe. Giorgia Meloni dit vouloir mettre l'Italie au centre de l'Europe, mais le résultat de ces élections serait davantage une mise à l'écart de l'Europe. Le changement de direction du prochain gouvernement italien ne fait aucun doute. Toutefois, le soutien à l'Ukraine d'une coalition menée par Giorgia Meloni ne sera pas remis en cause. En revanche, les dossiers économiques devraient entraîner des difficultés avec les institutions de l'Union européenne. Elle prétend aujourd'hui qu'il n'y aura aucun changement de politique fiscale, mais toute la campagne de la coalition de droite a été basée sur les réductions d'impôts. Le résultat sera essentiellement la réduction des recettes pour le budget, ce qui augmentera clairement le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire par rapport au produit intérieur brut et la dette par rapport au PIB. La Commission européenne se dit prête dans l'immédiat à travailler avec n'importe quel gouvernement élu. Mais collaborer avec la coalition de Giorgia Meloni s'annonce plus difficile qu'avec l'équipe de son prédécesseur, Mario Draghi. Il y a plusieurs enseignements à tirer de ces élections, le principal étant que le parti de Giorgia Meloni a vu son score multiplié par 5 au cours de ces 5 dernières années. Quant au parti de la Ligue de Matteo Salvini, il s'est effondré, parfois avec moins de 10%, même dans certaines régions du nord de l'Italie, qui étaient traditionnellement ses principaux bastions électoraux. Lundi, Matteo Salvini a reconnu sa défaite. Il a déclaré qu'il n'était pas satisfait du résultat, mais pas question pour lui de quitter la tête de son parti. Il faudra maintenant voir quel impact ce résultat aura sur la future coalition au pouvoir. De l'autre côté de l'échiquier, Enrico Letta, pour le Parti démocrate, lui, n'a pas tardé à tirer les conclusions de son échec électoral face à l'alliance des droites et de l'extrême droite. Ce lundi, le leader des sociodémocrates a annoncé sa démission en raison des mauvais résultats et a déclaré qu'il ne se présenterait pas à la tête du parti. Il a surtout évoqué la nécessité pour son parti de subir une refonte totale de son logiciel politique via un profond remaniement. Enrico Letta a déclaré que le Parti démocrate devait se réinventer pour redevenir une véritable alternative et pour qu'il redevienne plus compétitif face à la nouvelle alliance des droites. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. L'Amérique du Sud et les femmes à l'honneur au Festival international du film de San Sebastián qui vient de rendre son verdict ce week-end. Et c'est la Colombienne Laura Mora qui a gagné la Concha d'Or, la récompense suprême de ce festival de catégorie A, à l'instar de Cannes, Venise ou Berlin. Ce film a été très difficile à réaliser. Nous avons travaillé pendant 1 an avec ce merveilleux casting. Ils nous ont tout appris sur la vie, ses difficultés comme sa beauté. Un film coup de poing pour le jury. Laura Mora a fait appel à des acteurs non professionnels pour les rôles principaux en choisissant 5 jeunes hommes âgés de 15 à 22 ans qui ont eux-mêmes fait l'expérience de la violence des rues à Medellín en Colombie. 5 garçons livrés à eux-mêmes, 5 rois sans royaume, sans loi, sans famille et qui vont partir à la recherche de la terre promise. La jeunesse a aussi été récompensée pour les prix d'interprétation qui n'étaient pas genrés cette année. Les 2 prix d'interprétation ex aequo ont été décernés à Carla Quiles pour La Maternelle, réalisée par Pilar Palomero, et à Paul Kircher pour Winter Boy, réalisé par Christophe Honoré. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. C'est ma première expérience en tant que rôle principal dans un film et je suis très heureuse d'être ici. Après un long métrage, Las Niñas sur l'enfance, Pilar Palomero aborde dans La Maternelle le problème de la grossesse à l'adolescence. Le festival de San Sebastián s'est révélé à nouveau la meilleure vitrine internationale du cinéma ibérique et latino-américain.